On sait que le président Zelensky commande régulièrement des sondages qui ne sont pas rendus publics, mais cette fois, les résultats de ces études qui tombent dans les mains de son équipe sont inattendus. Voilà, selon plusieurs sources du média Ukrainska Pravda, voici ce qu'il en ressort, une augmentation du nombre de personnes souhaitant la fin de la guerre, même si cela implique de parvenir à un compromis avec l'agresseur. Ce qui est un point crucial, quelque chose de vraiment nouveau et qui n'apparaît pas dans les sondages. Deux tendances politiques se dessinent ensuite, une baisse du niveau du soutien aux autorités actuelles et une augmentation simultanée de la popularité de Valéry Zaloujny, le chef de l'armée, et même de son micro-parti, ce qui était une source de tension entre les deux hommes. Et donc, effectivement, Zaloujny a gagné en influence politique, ce qui est une ligne rouge, en quelque sorte, pour le président Zelensky. L'équipe du président n'aurait pas partagé ces études et d'ailleurs aurait mis en doute la fiabilité de ces sondages. Mais ce que l'on sait, c'est que 5 jours plus tard, effectivement, Zelensky convoque Zaloujny dans son bureau et lui demande de démissionner, donc de rédiger une lettre. Il lui propose un nouveau poste, celui de conseiller en modernisation de l'armée, mais celui-ci refuse. Il invite en quelque sorte le président Zelensky à assumer la décision de son limogeage. On lui propose même un autre poste, ambassadeur auprès d'un État membre de l'OTAN. Toujours le même refus. Pendant toute la semaine qui a suivi, le président et le ministre de la Défense tenteront de le persuader de prendre un autre job. En vain, Zaloujny attendait le décret de son licenciement le 2 février. Il n'est jamais tombé, mais ce qu'on apprend aussi par Ukrainska Pravda, c'est que le SSU, le service de sécurité ukrainien, avait dit à ses membres de se préparer à d'éventuelles émeutes dans la ville de Kiev ce même jour. Est-ce qu'il y aurait un lien entre ces événements qui se sont passés dans le bureau de Zelensky et les déclarations récentes du président Zelensky ? En tout cas, effectivement, si on se souvient de ce qu'il a dit ce week-end à la RAI, la télévision italienne, il prévoyait une réinitialisation à grande échelle du leadership ukrainien avec des changements à de nombreux postes, soi-disant pas un seul, pas celui uniquement de Valéry Zaloujny. Une première conséquence, on l'a vu cette semaine, c'est la ministre des Anciens Combattants, Yulia Lapoutine, qui a démissionné. C'était donc il y a quelques jours, et le président a parlé de la nécessité d'une énergie nouvelle. Reste le départ, donc le futur départ du chef de l'armée Valéry Zaloujny, toujours pas acté, mais auquel les Ukrainiens sont majoritairement opposés. En décembre, par exemple, 72% des Ukrainiens disaient désapprouver son éventuelle démission. Merci Sylvia. On reviendra peut-être sur la cote de popularité de Valéry Zaloujny, mais il y a quelque chose qui nous frappe, Aurélien Duchesne, c'est cette augmentation du nombre de personnes qui souhaiteraient mettre fin à la guerre et qui souhaiteraient peut-être arriver à un compromis avec la Russie. Et ça passe pas du tout pour Volodymyr Zelensky, qui ne cesse de dire que lui, il veut retourner aux frontières de 1991. Oui, alors dans le détail, je crois que c'était 12% des Ukrainiens interrogés qui étaient prêts à un compromis sur la base de la situation actuelle, 1/7 du territoire aux mains des Russes, mais on est au plus haut depuis précisément mai 2022, je crois. Ça, c'était les derniers sondages, et c'est vrai que ceux-là, comme ils sont secrets, on ne sait pas jusqu'où ça a augmenté. Voilà, il y a une, par exemple, par rapport à l'été, au moment de la contre-offensive de 2022, là on était vraiment résiduel, le nombre de gens prêts à un compromis, parce que la victoire semblait proche à horizon 1 an. Là, maintenant que ce qui monte dans les sondages, c'est le nombre d'Ukrainiens aussi qui pensent que la guerre va s'éterniser. Là, on en revient au plus haut depuis le début du conflit en termes de gens qui sont dans l'idée d'un compromis. Le seul problème, c'est qu'ils ne veulent pas d'un compromis et on les comprend sur la base des gains territoriaux russes actuels. Est-ce que ça peut remettre en question la situation de Volodymyr Zelensky ? C'est la question qu'on peut également se poser. Un président qui réagit au sondage, Catherine Gentil, on connaît ça, oui. Mais un président qui vire son chef d'état-major des armées, qui veut un changement de gouvernement quelque part pour tenter de se sauver par rapport à son opinion publique. Ça change tout. Ce qu'il espère, surtout Volodymyr Zelensky, j'imagine, c'est donner un deuxième souffle à son pays, la population, l'armée et même son image par rapport à ses alliés. Parce que quand on voit le naufrage actuel du côté des États-Unis, incapables depuis des mois de voter une nouvelle aide pour l'Ukraine, qui est quand même censée combattre l'ennemi héréditaire des États-Unis, qui est la Russie, évidemment, Volodymyr Zelensky, il a intérêt à trouver l'arme secrète pour faire repartir cette dynamique qui était tellement spectaculaire au début de l'opération militaire spéciale des Russes. Alors le risque, évidemment, c'est que quand vous virez
parce que c'est à peu près le terme qui circule, hein, un chef d'état-major qui est tellement populaire, c'est quand même un grand risque, hein, parce qu'il ne faudrait pas que ça apparaisse comme justement un peu un règlement de compte et puis comme une jalousie finalement vis-à-vis de quelqu'un qui lui serait supérieur en termes de code d'amour dans la population ukrainienne. Donc c'est une arme, encore une fois, pour reprendre cette image, qui est quand même assez dangereuse aussi pour Volodymyr Zelensky, même si on comprend évidemment ce qui l'anime. Ce qui est intéressant aussi dans ce sondage, c'est, Sylvia nous l'a dit, c'est la part des Ukrainiens qui aimeraient une autre issue à cette guerre que celle du combat. Ça aussi, ça peut faire réfléchir Zelensky. Ça peut aussi contrecarrer certains de ses plans. Non ? Donc, je réponds avec plaisir. Je pense que même si le pourcentage des gens qui souhaitent la paix en Ukraine augmente, on est quand même dans une... La majorité des Ukrainiens comprennent que la paix à tout prix n'est absolument pas acceptable. Aujourd'hui, la Russie occupe... Oui, ça serait plutôt même à vil 20%, prix. Pardon ? À vil prix, même. Oui, tout à fait. Donc 20% du territoire occupé, si on signe la paix dans ces conditions, ça veut dire tout simplement, c'est pas la fin du conflit. Ça veut dire que dans quelques années, ou même plus tôt, la Russie continuera à avancer. Et surtout, la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Ça, il faudrait qu'ici, on comprenne, en Europe, que cette guerre n'est pas uniquement la guerre de l'Ukraine. C'est pour ça que... Vous voyez, vous, Poutine attaquer des pays qui appartiennent à l'OTAN ? Aujourd'hui, non. Mais s'il considère qu'il a gagné la guerre en Ukraine, s'il considère que à ce stade, l'Occident a en quelque sorte lâché l'Ukraine, pourquoi pas ? On voit que les Russes se préparent à quelque chose. Donc leur transformation de leur économie de guerre, c'est pas pour 1 an ou pour 2 ans. Là, ils sont partis pour une décennie, voire plus. Donc, ils vont produire de plus en plus d'armes, ils vont être de plus en plus isolés, peut-être politiquement. Donc, c'est la logique qui leur dicte d'avancer. Peut-être pas un pays de l'OTAN tout de suite, mais un autre pays de la région qui n'est pas protégé par l'OTAN, justement. Et ça va venir. Ça dépendra aussi de la fermeté en face de l'Occident. Et aussi, ça dépendra du courage des politiciens occidentaux pour expliquer aux opinions publiques que cette guerre n'est pas uniquement la guerre de l'Ukraine. On est fatigué, on sait qu'on n'est pas pour la guerre en général, ça passe très mal auprès de nos opinions. On est habitué, on a 80 ans de paix en Europe. On ne veut pas la guerre. Le mot de la guerre est imprononçable en Europe. Déjà en 2008, moi, quand j'étais en Géorgie et je venais dire à Bruxelles qu'on aura une guerre avec la Russie, on me disait ne prononcez pas ce mot. Ici, on n'aime pas ce mot sur ce continent. On a cette guerre en Ukraine et ça ne va pas s'arrêter en Ukraine. Donc... Il y a le mot guerre et les efforts qui vont avec le mot guerre. Et ça, personne ne le veut, mais je crois dans aucun pays d'Europe, vous avez raison. Non, on ne veut pas ça, mais il faut quand même... Maintenant, on commence petit à petit à évoquer cette possibilité, ce risque. Les Britanniques le font, Stoltenberg l'a dit aussi, quelques Allemands. Je pense que la direction politique française est également consciente que c'est un scénario absurde. Mais il faut juste... Ça passe pas dans les opinions. Non, ça passe pas pour l'instant. Non. Arsène Savagniaf, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous publiez aujourd'hui La liberté ou la mort. C'est aux éditions Robert Laffont. Est-ce que vous sentez, vous, qui êtes allé, vous avez fait une dernière rotation là, en novembre dernier. D'ailleurs, dans votre livre, il y a un chapitre consacré à la victoire. Vous dites, vous, jusqu'à la victoire finale. Il faut que les Ukrainiens se battent jusqu'à cette victoire finale. Est-ce que vous sentez qu'il y a une augmentation de ces personnes qui, de plus en plus, peut-être, souhaitent la fin de la guerre, comme il a été dit par Ukrainska Pravda, voire un compromis avec la Russie ? Je ne pense pas qu'on peut parler de compromis avec la Russie parce que nous, c'est vraiment, comme l'expliquait le monsieur, c'est une guerre existentielle. Donc nous, un compromis, une paix, ça signifie remettre la guerre finalement à plus tard. Donc il n'y a pas d'alternative. Et ensuite, il faut voir la sociologie de ces pacifistes qui veulent la paix. En Ukraine, c'est clairement le troisième âge qui ont été jeunes durant l'époque soviétique, qui avaient leur avenir devant eux, et aujourd'hui qui n'ont pas grand-chose, qui sont pauvres. C'est essentiellement eux, les jeunes ou les soldats même que vous rencontrez, il n'en est pas question pour l'instant. Très peu. Les jeunes, ceux qui ont l'avenir devant eux, ils n'envisagent pas une occupation russe. Mais le troisième âge, en Ukraine, c'est clairement une 5e colonne. Mais est-ce que ces jeunes envisagent d'aller combattre là où vous vous trouvez, où vos camarades se trouvent ? Parce que je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes médecin, vous allez sur le terrain, vous êtes au front très régulièrement.
Donc vous voyez ces combats, vous voyez les morts, vous voyez les blessés, vous les soignez. Est-ce que ces jeunes-là, quand ils sont à l'arrière, ils se disent mon avenir, c'est d'abord par les tranchées et on verra plus tard? C'est une très très bonne question. J'ai pas réellement la réponse. Mais dans tous les cas, s'il y a une mobilisation, il faut que ça passe par la loi. S'il faut qu'ils y aillent, ils iront parce que c'est existentiel pour nous. J'entends souvent me dire vous savez, moi je suis pas fait pour la guerre, c'est pas pour moi, c'est trop difficile. Et personne n'est fait pour ça. Personne n'est fait pour aller se battre, pour se prendre un obus, pour potentiellement aller mourir, pour laisser ses enfants, sa femme, son entreprise. Personne n'est fait pour ça. Mais il faut un peu de coercition. Et il faut un petit peu de courage politique en Ukraine. Voilà, parce que moi, quand je suis à Kiev, je vois des centaines de jeunes hommes partout qui peuvent très bien aller faire la guerre, mais qui ne la font pas. Donc, on a le potentiel humain, mais il faut la volonté. Alors, c'est intéressant parce que, à un moment donné, vous avez parlé de Valéry Zaloujny. Et je vous ai vu réagir, genre, voilà, c'est un chef. Vous comprenez que quand un chef d'état-major dit il me faut des hommes, il me faut des armes pour aller combattre et qu'il faut mobiliser tout simplement parce que c'est la guerre de l'Ukraine et des Ukrainiens, pas de certains, pas ceux qui depuis 2 ans sont au front et ne peuvent pas revoir leurs proches et leurs familles. Exactement. Enfin, Zaloujny, c'est un homme que je respecte beaucoup parce que c'est un vrai militaire et il ne s'occupe pas de politique. C'est quelqu'un de très humble, qui a une famille, qui ne cherche pas le pouvoir. Il y a eu un personnage à peu près similaire en Ukraine. En 2014, c'était Dmytro Yarosh. Moi, pour avoir été là-bas, c'était un homme très, 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 très populaire qui aurait pu aller finir très, très haut, mais qui ne l'a pas fait. Et chez Zaloujny, il y a un petit peu ce profil. Alors maintenant, on est vraiment dans une lutte vitale, existentielle pour l'Ukraine. Donc Zaloujny, je pense, il est forcé tout de même de faire un petit peu de politique. Il ne peut pas se laisser, on va dire, dégager aussi facilement que ça. Mais en tout cas, il reste extrêmement populaire. Mais